Et à mes côtés, pour nous accompagner, elle est formidable, on l'aime très fort. Christelle Tarré, première femme maître caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. D'ailleurs, depuis la première, il y en a eu combien qui sont devenus maîtres cavistes? De plus en plus, de plus en plus. Pas tant que ça, mais bien une dizaine quand même après. Ah, d'accord. Voilà. Mais tout jamais sur la première, les 70, il manque encore de femmes, mais j'espère plus. Mesdames qui écoutez une vidéo sur radio, n'hésitez pas à postuler. Frédéric Brochet, docteur en oenologie, consultant. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Pour bien commencer cette émission, on a le grand bonheur d'accueillir à bord d'une vidéo Sud Radio, et je pèse mes mots, Frédéric Pérez, qui est le président du Champagne Baron de Rothschild. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Alors vous avez rejoint ce nirvana professionnel en 2010. Avant, vous faisiez quoi? Avant, je passais du temps dans la vallée du Rhône, où j'étais patron de Jaboulet, de la maison Vol Jaboulet aîné dans le Rhône Nord, et du Château de la Lagune en même temps à Bordeaux. Et puis avant, j'étais champenois pendant pas mal d'années pour travailler dans des grands groupes comme LVMH ou comme Sigram et même Danone dans les premiers amours. Mais cette passion du vin, des spiritueux, vous êtes ch'ti. Remarquez, il y a 300 hectares de vignes dans les Hauts-de-France, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, mais moi je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je fais mes études à Reims, et puis après à Toulouse, à Paris, et puis je suis revenu en Champagne à la fin de ce parcours de scolaire qui était plutôt orienté sur la viticulture et l'œnologie dans des écoles d'agronomie. Alors racontez-nous l'histoire de cette jeune maison de champagne. Tout débute en 2005 pour le champagne Baron de Rothschild. En fait, c'est tout simple. C'est un repas de famille, je pense, avec la famille Rothschild qui se réunit au grand complet et qui dit finalement on n'est pas sur une affaire en commun. Depuis 2 ans, 50 ans, on mène les affaires dans la banque ou dans les vins de façon séparée, mais on pourrait faire quelque chose de sympa ensemble en Champagne. Le Champagne, c'est un assemblage, donc ils ont dit banco. Et en 2005, on a fait la première récolte avec la possibilité de faire quelque chose de différent en mélangeant les 3 branches de la famille Rothschild, c'est-à-dire la branche Lafite, la branche Mouton et la branche Edmond de Rothschild. Et l'accord se trouvait facilement? Non. En fait, pour tout dire, parce qu'aujourd'hui il y a un peu prescription, au début les dirigeants des 3 branches ont trouvé que c'était un peu fou, et même ils étaient un peu contre d'ailleurs, parce qu'ils voulaient pas travailler avec les cousins, étant donné qu'ils étaient quand même concurrents à la fois sur les banques et sur le vin. Et puis au bout de quelques temps, la famille a dit bon stop, on y va. On fait les choses bien, et mettez-vous en rang pour pouvoir travailler ensemble. Et quel résultat, Christelle? Oui, justement, ça donne quoi? Parce que vous avez une particularité dans cette maison de champagne avec des élevages longs, la rareté, de la précision. Vous pouvez nous raconter un peu? Oui, en fait, les Rothschild, maintenant ça fait 40 ans que je travaille pour eux, j'ai compris qu'ils voulaient toujours faire quelque chose de différent, s'associer pour faire des choses qui sont dans l'excellence. Et en Champagne, il y avait peu de maisons qui étaient sur des orientations avec le chardonnay. Donc c'était la première décision qu'on a prise de vraiment adosser la maison sur le chardonnay, et particulièrement dans les grands crus. Et puis des élevages longs, peu de sucre pour qu'on ait des dosages très très bas en extra brut, et surtout des vieillissements en cave qui vont de 4 à 10 ans, qui est un peu exceptionnel sur les maisons de Champagne en général. Puis il y a 20 ans, en effet, extra brut, aujourd'hui tout le monde en parle et on trouve ça normal, mais il y a 20 ans c'était novateur. Effectivement, alors on avait un chef de cave à l'époque qui était déjà assez mûr et qui nous avait dit moi je veux pas de maquillage, on prend les meilleurs raisins, on essaie de faire des grands vins à partir des très bons chardonnays et un peu de pinot noir, et on veut pas maquiller les vins, donc je voudrais faire des vins très purs, très minérales, qui soient vraiment sur la tendance du fruit et pas sur le sucre. Donc on a été extra brut dès le départ. Frédéric Brochet, extra brut, racontez-nous là. On en parle il y a 20 ans, aujourd'hui c'est une tendance lourde, ça correspond à quel type de palais? C'est qui? Alors, ça correspond surtout à une évolution aussi du style du champagne. C'est-à-dire qu'on était l'histoire du champagne, c'était plutôt des champagnes, on va dire, assez simples, qu'on buvait dans des moments festifs. Puis il y a eu une premiumisation, on va dire, du style du champagne. Il y a des champagnes qui vieillissent plus longtemps, qui sont gardés plus longtemps en cave. Il y a un petit effet aussi du réchauffement climatique où les champagnes sont moins acidulés, ils sont un petit peu plus ronds. Et donc tout cela fait que la liqueur d'expédition, qui est donc la quantité de sucre qu'on ajoute à la fin du processus de production du champagne, qui est nécessaire un petit peu, on va dire, à l'enrobage pour les champagnes simples, eh bien devient de moins en moins nécessaire parce que les champagnes ont, on va dire, une sucrosité naturelle qui se développe, notamment sur le chardonnay, mais aussi sur les autres cépages de la Champagne, et qui fait que donc ce dosage est moins nécessaire. Donc on peut le réduire quasiment à 0 en faisant un brut 0 ou en dessous de 10 grammes, qui est donc la catégorie des vins qui sont pas bruts. Frédéric, comment on peut définir d'abord la gamme pour découvrir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, la gamme du champagne Baron de Rothschild? On a commencé avec 3 champagnes qui étaient un blanc de blanc, un grand rosé avec beaucoup de chardonnay et un brut. Et puis on a étoffé avec un millésimé, puis après une cuvée spéciale qui s'est déclinée en blanc de blanc et en rosé sur des grands millésimes. Et puis on travaille sur le lancement de nouvelles cuvées pour les mois à venir, parce que dans quelques semaines, on va sortir de la première parcelle du Clos qu'on avait acheté en 2013 et qui sera sur les marchés en juin, à partir de juin 2025. Christelle? Le rosé, vous avez choisi quelle méthode pour les faire? Rosé de saignée ou? Non, on fait un rosé assemblage, que là encore, la famille Rothschild avait demandé quelque chose d'impossible.
il demandait au chef de cave au départ de faire un rosé de chardonnay. Donc tout le monde sait que le chardonnay a une pellicule blanche, donc c'est pas possible de faire du rosé avec. Néanmoins, la pression sur le chef de cave était de dire est-ce qu'on peut faire un rosé dans lequel il y aurait le plus haut niveau de chardonnay de ce qui existe en Champagne. D'accord. Donc on a commencé avec 85%, puis on est arrivé à 90%, puis maintenant on est à 96%. Donc c'est exceptionnel. On a très très peu de pinot noir vinifié en rouge. Avec des macérations à froid, avec des sélections particulières. Et surtout, on a utilisé quelques techniques de tri que la famille Rothschild utilise dans ses châteaux à Bordeaux, notamment les tri optiques, pour avoir des baies qui soient parfaites, qui nous permettent de faire tout ça dans le confort. Et donc la tendance étant plutôt au blanc de noir, est-ce que ça vous fait revoir votre position? Non, parce que la stratégie était vraiment de se différencier pour être vraiment une nom de Champagne marquée Chardonnay. Il y en avait très peu sur les 350 en Champagne. Et aujourd'hui, c'est notre fil rouge, donc on le suit. Et on a même poussé le bouchon pour faire des parcellaires qui sortiront l'année prochaine, qui sont des purs Chardonnay dans les grandes parcelles de Cramant, d'Avise ou d'Auger. La gamme de prix, ça va de combien pour découvrir cette maison? Parce qu'on dit attention, Rothschild, ça va être cher. Eh ben non. Non, on a des bruts sans année qui sortent à 55 € TTC consommateur. On a une cuvée spéciale aujourd'hui qui sort à 240 et 300 € pour le rosé. Le clos sera positionné à 600 €, mais enfin on parle de quelques milliers de bouteilles, donc c'est tout à fait raisonnable pour se faire plaisir de temps en temps. Et la distribution, elle est mondiale, je suppose? Oui, alors là on a adossé forcément la distribution sur la force des 3 branches de la famille Rothschild, donc on est dans plus de 90 pays en moins de 20 ans, ce qui est exceptionnel, et puis dans les plus beaux hôtels, les plus belles caves, les plus beaux cavistes, les plus beaux restaurants, et puis associé à des belles marques. Christelle? Donc du coup les restaurants étoilés, et vous avez sûrement la possibilité aussi de faire des beaux accords mets et vins avec le chardonnay, les vieillissements, les millésimes. Est-ce que vous faites d'ailleurs du dégorgement tardif ou pas? Oui, on en fait beaucoup. Alors c'est quoi le dégorgement tardif, Frédéric Brochet, docteur Brochet, là? Le dégorgement tardif, mais il faut qu'on comprenne aussi. Hein. Alors ça, c'est quand vous avez éventuellement pas fait un millésimé, mais que vous gardez en fait votre vin sur latte, c'est-à-dire vous le gardez longtemps, pour qu'il prenne un peu le style, on va dire, d'un millésimé, ce qui contribue d'ailleurs aussi à la production de vins qui sont très peu dosés, comme on vient de le dire. Effectivement, on fait des vieillissements longs qui font de 4 à 5 ans sur lit, donc dans la bouteille, ce qui est assez long, et on dégorge 3 à 6 mois avant la mise en marché, ce qui est en fait donne une micro-oxydation dans la bouteille qui est assez longue, 4-5 ans c'est énorme, pour des brutes non millésimés, alors que légalement, normalement c'est 15 mois, donc on est vraiment largement au-dessus des contraintes légales. Au niveau du business, là, le monde du vin en général souffre, donc il faut vraiment boire français, on est très ouvert ici, mais là il faut boire français, voilà, avec modération mais régulièrement. Le monde du champagne également est compliqué parce que un peu moins de 300 millions de bouteilles, même 270 millions à peu près en ce moment. Quand on voit le nombre de bulles des concurrents dans le monde, mais il y en a partout des bulles. Effectivement, c'est énorme parce que le champagne a vécu sa plus mauvaise année l'année dernière, si on efface l'année du Covid, depuis 20 ans. Donc c'était une année difficile, surtout qu'on avait connu après Covid l'euphorie, il manquait de champagne, on n'arrivait pas à suivre, etc. Et là on est retombé dans une morosité qui est un peu difficile, mais bon, on aspire à ce qu'on puisse continuer à exporter, notamment sur les marchés émergents, puis aussi de consolider nos positions sur l'Asie et les États-Unis, si M. Trump tout laisse le faire. Ouais, Christelle, vous les sentez tous préoccupés? Vous sentez-vous dans votre cas, par exemple, vous vendez moins de champagne ou pas? Oui, beaucoup moins. Après, je pense qu'il y a eu des choix qui peuvent être controversés aujourd'hui par les maisons de champagne qui ont amené une très forte augmentation du prix et les consommateurs ont été déçus par ces augmentations successives pendant plusieurs années. Donc, ils se sont tournés dans un premier temps vers le Prosecco et aujourd'hui, alors par bonheur, ils se tournent vers les créments français et ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on vend de plus en plus de créments de région. Au détriment du champagne. Au détriment du champagne. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, je vends presque plus de grandes cuvées, alors que j'étais une cave de grandes cuvées de champagne, alors que j'étais une cave qui vendait des très, très grandes cuvées. Parce que vous ne connaissez pas encore Champagne Baron de Rothschild, c'est avec pour ça. Plaisir. Et alors, vous sentez ça également avec le haut de gamme, ça risque d'être la porte de salut, c'est ça? Oui, en fait, il y a un clivage. Aujourd'hui, on a un spirité du marché qui est vraiment toujours vraiment à chercher des cuvées vraiment de spéciales, des cuvées d'exclusives, des cuvées qui sont très rares. Donc, on s'est vraiment, nous, planché sur ce créneau-là pour en faire la stratégie de la maison. On n'est pas une grosse maison, on fait 0,2% de la Champagne en volume, donc c'est vraiment rien. En revanche, on insiste là-dessus. Donc il y a une demande de cette clientèle, mais enfin ça veut dire qu'il faut parcourir le monde sans arrêt, qu'il faut aller d'hôtel en hôtel les plus prestigieux du monde, donc c'est pas désagréable, mais en moins de temps, il faut mouiller la chemise. Ouais, il faut plus mouiller la chemise qu'avant. Et pour terminer, votre meilleur souvenir de dégustation de champagne, c'était quoi? Je dirais que c'est des millésimes de 2006 qu'on a élaboré tout au début en cuvée rare collection, qui sont aujourd'hui splendides et qui donnent des frissons. Merci beaucoup Frédéric Mérès, merci également à vous Christelle Tarré et également Frédéric Brochet.